à tous et à toutes et excellent réveil sur i24 News. Pour commencer ce morning, on va parler des révélations des deux ravisseurs présumés des trois jeunes Israéliens, Amar Mohamed Abou Eisha, 33 ans, et Marwan Al-Kawasme, 29 ans, tous deux issus de la ville de Hebron et affiliés au groupe le Hamas. Retour sur ces 2 semaines de chasse à l'homme avec Paul Martin et Maxime Perez. 2 semaines depuis le rapt d'Eyal Ifrar, Gilad Shayer et Naftali Frankel, les 3 adolescents israéliens qui faisaient du stop en Cisjordanie. Depuis l'enlèvement, l'armée israélienne est engagée dans son plus important déploiement dans les territoires palestiniens depuis la fin de la deuxième intifada en 2005. Près de 2000 sites ont été fouillés de fond en comble dans le cadre de cette opération massive baptisée Gardiens de nos frères. Tsahal a également procédé à des vagues d'arrestations. Près de 400 Palestiniens ont été incarcérés depuis le 12 juin. Les 2 tiers d'entre eux sont des membres du Hamas. Parmi ces prisonniers, près de 60 avaient été relâchés en 2011 lors de l'échange contre le soldat israélien Gilad Shalit. La tension est aussi montée dans le sud d'Israël. Environ 30 roquettes ont été tirées depuis Gaza sur les villes israéliennes proches de la bande. Dans le nord aussi, de l'agitation. Un adolescent arabe israélien de 13 ans a été tué dimanche dans le Golan, près de la frontière syrienne, alors qu'un missile envoyé depuis la Syrie s'est abattu en territoire israélien. Au niveau de l'enquête du rapt, les choses semblent stagner. Bien que le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou ait confirmé avoir des preuves irréfutables de la responsabilité du Hamas dans l'affaire, l'organisation n'a toujours pas revendiqué les enlèvements. Le Hamas a même nié son implication. Beaucoup de Palestiniens pensent même qu'il s'agirait d'un enlèvement monté de toutes pièces par Israël pour nuire au gouvernement d'union. Cependant, certains analystes politiques palestiniens partagent l'opinion de Netanyahou. Personnellement, je pense que le Hamas est responsable parce que la seule organisation capable d'exécuter un acte de cette ampleur avec une telle maîtrise, c'est le Hamas. Les familles d'Eyal, Gilad et Naftali continuent d'attendre dans l'angoisse. Leurs mères se sont exprimées à plusieurs reprises au cours des derniers jours pour rallier le soutien local et international aux recherches de leur fils. Je crois que beaucoup plus peut être fait et doit être fait par un si grand nombre. C'est pour cela que nous sommes venus toutes les 3 ici aujourd'hui à l'ONU pour demander à tous de faire tout leur possible pour ramener nos garçons. C'est mal d'utiliser des enfants comme des instruments de lutte. C'est cruel. Est-ce que tous les enfants n'ont pas le droit de rentrer de l'école en toute sécurité? Aucun signe de vie des 3 jeunes n'a été donné depuis leur disparition, mais leurs proches gardent espoir. Je voudrais juste envoyer un message à mon frère. Je suis convaincu que bientôt tu seras entre mes bras, tu seras près de moi et tu ne me quitteras plus jamais. Au cours des 14 derniers jours, le pays entier est plongé dans une crise qui rappelle beaucoup de mauvais souvenirs de tels événements passés en Israël. Voilà, on en parle tout de suite avec Maxime Perez, notre expert en questions militaires. Bonjour Maxime. Pourquoi la censure militaire israélienne autorise maintenant la publication de ces 2 noms? Alors d'abord, il faut savoir que la disparition de ces 2 Palestiniens est connue dans la ville de Hébron. Les Kawasme et les Abou Eisha sont 2 grandes familles de Hebron très connues. Elles sont soumises à d'intenses pressions de la part de l'armée du Shabak depuis que leurs 2 fils, Marwan Kawasme et Amer Abou Eisha, sont activement recherchés. Elles se sont livrées à la presse récemment à notre chaîne, notamment en exclusivité. Et il apparaît clair aujourd'hui que pour la censure militaire, qu'il n'est plus possible de maintenir cette information secrète. On a sûrement estimé aussi qu'une telle révélation n'était pas susceptible de mettre en danger la poursuite de l'enquête. Au contraire, cette information est à même de faciliter, par exemple, un appel à témoins dans la rue palestinienne, puisqu'encore une fois, ces 2 familles, Kawasme et Abou Eisha, sont très connues. Et puis le dernier point, Barbara, c'est qu'en levant la censure, Benjamin Netanyahou a très certainement voulu transmettre un message à l'opinion israélienne sur les progrès qui sont faits dans cette opération et le fait qu'à terme, il ne fait aucun doute qu'on mettra la main sur les ravisseurs. Alors, est-ce que justement cela signifie que les autorités israéliennes en savent plus que ce qu'elles veulent laisser entendre? Elles en savent plus, mais elles se gardent bien de parler du sort des 3 jeunes adolescents israéliens dont on est toujours sans nouvelles depuis le 12 juin. Il n'y a toujours pas eu de revendication. Ce qu'on sait
c'est que la traque israélienne aujourd'hui porte deux noms. Le nom de ces deux Palestiniens, Marwan Kawasmeh et Amer Abouaïché, que ce sont deux membres avérés du Hamas, originaires de Hebron, qui ont utilisé les infrastructures du mouvement islamiste dans la ville de Hebron pour mener à bien leur kidnapping. Ils sont connus des services de sécurité. Ils ont tous deux été déjà emprisonnés par Israël, relâchés. Et il y a de cela aussi quelques mois, ces deux Palestiniens avaient été brièvement interrogés par le Shabak dans le cadre d'une enquête sur de possibles attentats en préparation. Donc il y a quand même beaucoup d'éléments dans les petits fichiers du Shabak, et on peut supposer que cela va permettre à l'enquête de progresser, et à terme, l'étau va se resserrer sur ces deux ravisseurs. C'est une évidence pour les Israéliens. Merci beaucoup Maxime Pérez. Je me tourne à présent vers vous, Daniel Haïk. Bonjour, vous êtes consultant pour i24 News. Alors on le disait, c'est une famille très connue, notamment pour son affiliation avec le Hamas. Oui, c'est une famille qui a une histoire très longue d'attentats. C'est une famille qui compte, c'est une véritable tribu, un clan qui compte plusieurs milliers de personnes. Et parmi les terroristes qui ont été reconnus coupables ou qui ont été retenus pour responsables d'attentats, en particulier pendant l'intifada, il y a plusieurs Kawasmeh. Et c'est une famille, et c'est important de le souligner, qui a toujours eu une politique autonome par rapport à l'ensemble du Hamas. C'est une famille qui est donc nettement affiliée au Hamas, à la branche armée Azzedine El-Qassam, mais c'est aussi une famille qui, par exemple, au moment de l'intifada, a eu une position tout à fait autonome, c'est-à-dire qu'à des périodes où on tentait d'apaiser la situation en Israël et dans les territoires, eh bien, cette famille Kawasmeh lançait certains de ses membres pour commettre des attentats terroristes, des attentats à suicide, et pour faire remonter la tension. Donc ça veut dire que cette position autonome, elle pourrait s'être manifestée également maintenant, c'est-à-dire que alors que le Hamas, et ça c'est important de le souligner, était en pleine situation, on va dire, de liberté. Après la formation du gouvernement d'union nationale, le Hamas pouvait sortir, on va dire, de ses cages, ouvertement manifester. On a vu des rassemblements du Hamas avec des drapeaux du Hamas dans les rues, dans les villes palestiniennes. La pression des forces de sécurité palestiniennes, de l'autorité palestinienne, s'était relâchée contre les terroristes et militants du Hamas. Et là, normalement, aucune logique. Vous ne voudrez que le Hamas, aujourd'hui, revendique un attentat ou prenne le risque de faire un attentat. Et là, apparemment, il est possible que ce soit la famille Kawasmeh qui ait pris une initiative autonome, sans y avoir référé au Hamas, à la direction véritable du Hamas. Est-ce qu'aujourd'hui, on est sûr de l'implication du Hamas dans cet enlèvement ? Il y a un grand point d'interrogation. Il est possible. C'est-à-dire, Binyamin Netanyahu a dit « Nous avons des preuves que c'est le Hamas qui est responsable ». Le fait même d'avoir amené ces deux noms prouve que ce sont des familles qui sont affiliées au Hamas, qui sont affiliées à la branche armée du Hamas. Ça suffit pour Binyamin Netanyahu pour pointer un doigt accusateur en direction du Hamas. Est-ce que cela veut dire que c'est l'organisation du Hamas qui a planifié cet attentat ? C'est une question, c'est encore prématuré de le dire. Parce que sinon, si le Hamas avait véritablement planifié, eh bien 15 jours après, il aurait dû revendiquer cette prise d'otage. Et il ne l'a pas fait. S'il ne l'a pas fait, cela veut dire qu'il est possible qu'il y ait une initiative autonome, une initiative privée, isolée, de la part de membres de cette famille, de ces deux familles, dans le but, et là c'est peut-être important de le rappeler, dans le but de répondre à l'appel de Khaled Mashal. Khaled Mashal, le leader politique du Hamas à l'extérieur, qui avait appelé, rappelez-vous, il y a quelques semaines, à venir en aide à Hassan Salamé, un des leaders du Hamas qui est toujours en prison et qui se plaignait de ses conditions de détention. Et nous avons entendu ton appel, Hassan, et il est possible que donc la famille Kawasmeh, la famille Abouaïché, ait répondu à l'appel du Hamas à l'extérieur contre l'avis du Hamas intérieur. Et là, il y a des dissensions entre le Hamas intérieur et le Hamas extérieur. Alors, dernier mot, Daniel, sur les services de sécurité qui semblent quand même pessimistes sur le sort des 3 adolescents. Oui, pour l'instant, bien entendu, on espère que ces 3 adolescents sont en vie. Maintenant, effectivement, il y a des scénarios très, très pessimistes. Et il faut donner tout simplement une comparaison, un ordre de comparaison. Au moment de la capture de Gilad Shalit avait, il y avait au moins 4 à 6 gardiens qui assuraient la protection, on va dire, de Gilad Shalit. C'était dans la bande de Gaza. Donc il y avait 6 personnes qui étaient en permanence, on va dire, sous terre. Là, aujourd'hui, on ne parle que de 2 personnes qui ont disparu. Si la prise d'otage avait dû aller jusqu'au bout, c'est-à-dire si les 3 captifs étaient cachés quelque part, d'abord, on peut supposer qu'ils aient été séparés
séparés. Il n'est pas logique qu'ils soient restés ensemble. Donc s'ils sont séparés, il faut qu'il y ait au moins, on va dire, 4 fois 3, au moins une dizaine de personnes qui soient chargées de leur protection sous terre, quelque part dans des caches. Et on ne voit qu'il n'y a que 2 personnes. Ça veut dire qu'il y a eu un début de prise d'otage, mais qu'on ne sait pas exactement si tout s'est bien passé, entre guillemets, du point de vue du Hamas. Et il est possible que les choses se soient compliquées, il est possible que les enfants se soient rebellés contre leurs ravisseurs. Et c'est la raison pour laquelle les forces de sécurité sont plutôt pessimistes. Merci Daniel, vous restez avec nous. On parlera dans un instant de la visite de Shimon Peres aux États-Unis. Mais en attendant, un rappel des grands titres de l'actualité. Je vous le disais, leurs noms sont désormais connus de tous. Marwan Kousseime et Amar Abou Aïcha, tous 2 originaires de Hébron et affiliés au Hamas. Il s'agit des ravisseurs responsables de l'enlèvement des 3 jeunes garçons le 12 juin dernier. En révélant leur identité, les services de renseignement israéliens espèrent recueillir des indices. Nouveau développement en Irak, Nouri al-Maliki évoque pour la première fois une solution politique au conflit, parallèlement à une action militaire pour repousser l'offensive des djihadistes sunnites. Sur le terrain, les forces spéciales irakiennes ont repris le contrôle de l'université de Tikrit, cette ville tombée aux mains des insurgés. Et puis à quelques heures de la fin d'une trêve fragile, Petro Porochenko se dit prêt à un accord de paix avec la Russie pour mettre fin à l'insurrection séparatiste à l'est de l'Ukraine. Malgré le cessez-le-feu, les combats continuaient à l'est du pays. Kiev doit signer aujourd'hui un accord commercial avec l'Union européenne. Et puis cette victoire historique pour l'Algérie qui obtient sa qualification en 8e de finale après avoir tenu tête à la Russie. Résultat, match nul, 1-1 et les Fennecs terminent à la 2e place du groupe H avec la qualification du Nigeria la veille. C'est la première fois que les 2 équipes africaines accèdent au 8e de finale d'un même mondial. Voilà, pour sa dernière visite officielle, le président israélien Shimon Peres a choisi les États-Unis. Mercredi, il s'est entretenu à Washington avec son homologue, le président Barack Obama, sur les 50 dernières années au service d'Israël. Ils ont également abordé des sujets chauds de l'actualité, de l'Irak à Jonathan Pollard, en passant par le programme nucléaire iranien. On va tout de suite en parler avec vous, Daniel Haïk. Vous êtes toujours avec nous sur le plateau du Morning. Alors, Barack Obama a assuré qu'il ferait tout pour aider à retrouver les 3 jeunes Israéliens. Concrètement, qu'est-ce qu'il peut faire ? Ce sont des belles paroles, mais il est clair qu'il y a coopération militaire et sécuritaire, par exemple au niveau des services secrets. Et si les services de renseignement américains peuvent aider, eh bien, ils aideront. Mais cela ne peut pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui. C'est-à-dire, il est clair qu'il y a communion, on va dire, de destin là aussi entre les États-Unis et Israël, et que ce sont des paroles qui étaient attendues de la part du président américain en direction de Shimon Peres. Alors, on a parlé également d'une nouvelle stratégie judiciaire mise au point par les avocats de l'espion israélien Jonathan Pollard afin de le libérer. Le dossier a été remis en main propre par Peres à Barack Obama. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore un espoir de libérer Jonathan Pollard? Bien, on aimerait croire dans l'entourage de Shimon Peres qu'avant la fin du mandat du président israélien, peut-être même avant qu'il rentre des États-Unis, eh bien, il y ait quelque chose un petit déclic qui permette d'envisager prochainement la libération de Jonathan Pollard, mais rien ne le garantit. Le président Barack Obama a accepté le dossier que lui a fourni Shimon Peres. Il a dit qu'il allait le déposer auprès du procureur de l'Attorney General, auprès du procureur général des États-Unis. Peut-être qu'il y a une brèche qui va permettre la libération pour des motifs humanitaires. Shimon Peres a rappelé que lui aussi, pendant son septennat, eh bien, il avait amnistié des prisonniers pour des raisons humanitaires, et que peut-être que le président pouvait faire de même en parlant de Jonathan Pollard. Alors, un dernier mot sur le dossier iranien. Cette fois, Shimon Peres plaide pour une solution à la syrienne, c'est-à-dire le démantèlement de tous les composants qui pourraient permettre la création d'une arme nucléaire de l'Iran en dehors du pays. Oui, de ce point de vue, Shimon Peres est presque sur la même longueur d'onde que Benyamin Netanyahou. Il défend une ligne, on va dire, très active, et il essaye de pousser les Américains à ne pas se faire prendre aussi au piège des sourires de Rouhani et des Américains. Mais il a peu de chances d'être entendu. Ça ne va pas dans la perspective de la politique américaine actuelle.
il faut savoir que Shimon Peres, on le sait, n'a qu'une fonction honorifique, il ne peut que recommander, mais c'est important de le souligner. On a vu aussi auprès du Congrès ici, hier, son discours était assez à la fois émouvant, un discours de bilan du président israélien en direction des États-Unis, dans lequel il a insisté sur l'amitié entre les deux pays et sur l'aide que le président américain, Barack Obama, il l'a mentionné, avait fourni au niveau sécuritaire à Israël. Il y a une véritable, on va dire, complicité entre Shimon Peres et Barack Obama qu'il n'y a certainement pas avec Benyamin Netanyahu. Merci beaucoup Daniel Haïk. À suivre en deuxième partie d'émission, l'Irak au bord de l'implosion. Le Premier ministre Nouri al-Maliki propose une solution politique en parallèle d'une opération militaire menée hier par les forces spéciales irakiennes afin de repousser les insurgés sunnites. On en reparle dans un instant, mais tout de suite, place au journal. Sur le plateau du Morning, toujours avec vous, Daniel Haïk. Ali Waquette, vous venez de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant et spécialiste du monde arabe. On va parler avec vous dans un instant des derniers développements en Irak. Le Premier ministre Nouri al-Maliki, qui jusqu'ici repoussait les demandes des Occidentaux, semble avoir changé d'avis. Il s'est exprimé hier lors d'un entretien avec le chef de la diplomatie britannique, William Hague, et il n'a pas exclu la possibilité d'un gouvernement qui réunirait toutes les forces politiques et les communautés du pays. Alors Ali, hier, les forces spéciales irakiennes ont mené une opération héliportée et ont repris le contrôle de l'université de Tikrit. Est-ce qu'on peut parler d'une première victoire de l'armée irakienne ? Non, on est encore loin de là. Je pense que sur le sol, sur le terrain, il y a une vraie bataille entre l'Iran et l'Arabie saoudite. On parle de l'armée irakienne et de l'Eil, mais c'est plutôt l'Arabie saoudite contre Téhéran. Il y a ici deux super forces de la région et les soldats irakiens et les soldats de l'Eil sont les joueurs secondaires dans cette grande bataille. Et c'est dans ce contexte il faut regarder et examiner la décision de former ou de ne pas former un gouvernement d'union nationale en Irak. Tant que l'armée irakienne n'a pas pu s'emparer de la majorité des territoires qu'elle a perdus à l'Eil, je pense qu'à Maliki, il aura la position de Maliki sera hostile à la formation d'un gouvernement d'unité nationale, malgré la pression américaine. Maliki ne peut pas arriver à la table de négociation sur un gouvernement d'unité nationale avec ses rivaux sunnites, tant que le bras de l'Eil, il est davantage contre l'armée irakienne. Ali, il a tout de même déclaré hier qu'il était prêt à une solution politique. Donc ça veut dire qu'il change quand même un petit peu d'avis sur la formation d'un gouvernement. Il change, mais il faut faire attention. Maliki hier a décidé qu'il ne va plus attendre les Américains pour avoir le F-16 et que désormais, dans les jours à venir, l'armée irakienne sera fournie par des avions russes et bélarusses. Donc c'est un signe d'Al-Maliki. D'un côté, je suis prêt à aller avec vous autour d'un gouvernement d'unité nationale, mais il y a un compte à régler avec les indirectement, Maliki accuse les Américains de ne pas vouloir confronter l'Arabie saoudite, de ne pas laisser les bras aux soldats irakiens de confronter directement avec toute la force l'Eil. Et donc c'est un peu compliqué. Les Américains essayent de se rapprocher de l'Iran autour du dossier irakien, autour du dossier nucléaire iranien, mais l'Arabie saoudite est le deuxième allié stratégique des Américains dans cette région après Israël. Alors justement, l'Iran a déployé des drones de surveillance en Irak. Quelle place est en train de prendre l'Iran ? Est-ce qu'elle est en train de prendre la place des États-Unis en Irak ?
l'Iran a pris la place des États-Unis en Irak depuis quelques années. Le gouvernement maliki, c'est un gouvernement satellite de Téhéran. C'est un gouvernement qui fait partie du bloc iranien avec la Syrie, avec le Hezbollah. Sous demande des Iraniens, le gouvernement maliki a fourni d'armes et des combattants au régime syrien. Les combattants chiites irakiens qui se trouvent actuellement sur le sol, sur le territoire syrien, étaient encouragés par le gouvernement maliki. Donc le rôle d'Iran est un rôle majeur en Irak. Et ce qu'on voit en Irak, c'est une des rares fois où les États-Unis et l'Iran partagent un peu la même vision, chacun de son intérêt. Mais à mon avis, ce conflit il va encore renforcer le poids, le rôle de l'Iran en Irak, à moins que la situation sur le territoire tranchera plutôt vers les sunnites contre Maliki. Il faut prendre en considération que, selon certains reportages, les Saoudites et l'Ail se font aider par des experts pakistanais. Le Pakistan et l'Arabie Saoudite sont deux alliés stratégiques. J'aimerais qu'on retourne justement sur le terrain, puisque l'EIL prend de plus en plus de pouvoir. Il a récupéré des armes lourdes abandonnées par l'armée irakienne, ainsi que 475 millions de dollars dans l'annexe de la Banque nationale d'Irak à Mossoul. Qui peut aujourd'hui finalement freiner ces djihadistes qui prennent de plus en plus de pouvoir et qui sont de plus en plus riches? Bon, si la communauté internationale décide d'intervenir, on peut freiner les djihadistes. Si ça restera toujours entre les djihadistes et l'armée irakienne soutenue par les Iraniens, on risque de voir un deuxième scénario syrien en Irak. Mais il faut faire attention, Eleonore, nous on parle de djihadistes, mais une bonne partie des combattants ne sont pas des djihadistes, sont même des séculaires anciens membres du parti Ba'ath de Saddam Hussein. La partie guérilla a été, et c'est vrai, menée essentiellement par l'EIL. Ça, c'est la place où il est un peu plus expert, mais la partie stratégique, la partie de construire cette continuation territoriale en Irak, il y a des traces des gens, il y a des traces des généraux armés, des généraux qui ont de l'expérience. Et c'est très intéressant à voir dans les tribus sunnites, cette balance entre djihadistes et séculaires de Ba'ath qui pour le moment ont le même ennemi. Est-ce que c'est ça la victoire de l'EIL, c'est de réussir à créer des alliances avec par exemple hier le Front al-Nosra en Syrie et les anciens militaires du parti Ba'ath? Tout à fait. On voit que, vous savez, l'EIL, c'est 6 000, 7 000, 8 000, c'est 10% selon certains reportages, 20% de l'opposition irakienne. Mais ils se contentent, ils sont soutenus par la très grande majorité des tribus sunnites. Les combattants qui viennent de ces tribus sont plus importants que l'EIL, mais l'étiquette est celle de l'EIL. Donc ici, il y a une combinaison de plusieurs joueurs, les anciens Ba'ath, les combattants qui viennent de grandes familles, de grandes villes et villages sunnites avec l'EIL. Merci beaucoup Ali Waqued. Vous restez avec nous et on va tout de suite parler d'un sujet qui a créé la polémique cette semaine en Israël. Il s'agit des salaires et des dédommagements versés par l'autorité palestinienne aux prisonniers palestiniens emprisonnés dans les geôles israéliennes. 150 millions de dollars versés annuellement par l'autorité palestinienne. Naftali Bennett, le chef du parti de droite nationaliste Le Foyer Juif, a affiché sa volonté de lutter contre ce qu'il considère être un soutien au terrorisme. Retour sur cette polémique avec Tal Shalev et Elsa Mourg. En pleine traque contre le Hamas, le gouvernement israélien vient de s'attaquer à un nouveau front, mais cette fois diplomatique. L'objectif visé, les sommes d'argent mensuelles versées par l'autorité palestinienne aux prisonniers palestiniens incarcérés en Israël et soupçonnés d'activités terroristes. Des versements qui concernent actuellement plus de 4500 détenus.
Israël accuse ses prisonniers de terrorisme, tandis que l'autorité palestinienne les considère comme des combattants pour la liberté. Chaque mois, le ministère des Affaires des prisonniers transfère des millions de dollars en salaires ainsi qu'en pensions payés aux familles des présumés terroristes. Des salaires calculés en fonction de la durée de la détention. En d'autres termes, au plus la peine est longue et au plus le salaire est important. Les sommes vont de 400 $ pour un prisonnier condamné à 3 ans de prison et peuvent aller jusqu'à 3 000 $ pour des peines de 30 ans et plus, d'après le quotidien Halayat Al-Jadida. Une fois libérés, les anciens prisonniers ont droit aussi à une prime. Ces dernières années, Israël a tenté d'exposer au grand jour ce mécanisme et de le présenter comme un instrument servant à encourager le terrorisme. La communauté internationale soutient financièrement l'autorité palestinienne. 16% de l'aide étrangère sont destinés à ces paiements. Suite à cette campagne israélienne, certains gouvernements ont modifié leur politique d'aide financière, mais le triple enlèvement a poussé le cabinet de sécurité israélien à redoubler d'efforts pour faire passer le message. Ce jeudi à Paris, le ministre israélien des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, s'est entretenu du sort des 3 adolescents enlevés avec ses homologues français et américains, Laurent Fabius et le secrétaire d'État américain John Kerry. La semaine prochaine, ce sera au tour des ministres des Affaires étrangères allemands et tchèques d'aborder le sujet avec Lieberman. 2 semaines après le kidnapping, le gouvernement israélien n'a toujours pas réussi à ramener ses otages. Il attend désormais un geste ferme de la communauté internationale. Alors Daniel Haïk, Naftali Bennett, qu'est-ce qu'il essaye de faire là? Il est en train de montrer que c'est un soutien clair au terrorisme de la part de l'autorité palestinienne. Naftali Bennett a vu au cours des derniers jours une partie des ministres du gouvernement israélien saluer la position extrêmement courageuse de Mahmoud Abbas, qui a dénoncé le Hamas et qui a appelé les ravisseurs à libérer les 3 jeunes Israéliens. Et finalement, il veut s'inscrire en porte-à-faux par rapport à cette tendance favorable à Abou Mazen, en rappelant qu'il y a peut-être une forme de double langage de la part du leader palestinien, qui d'un côté effectivement condamne le Hamas, se démarque du Hamas, mais d'un autre côté continue à financer, en tout cas à verser des allocations extrêmement importantes, substantielles, à tous les prisonniers palestiniens, qu'ils soient du Hamas ou du Fatah, détenus par les Israéliens. Alors ça correspond en fait, c'est selon la durée de peine, oui. Les salaires sont plus ou moins grands, c'est ça? Oui, c'est-à-dire, je ne sais pas si on peut appeler ça salaire, ce sont plutôt des allocations qui sont versées aux familles. On va dire par exemple un prisonnier palestinien qui est condamné à une peine de plus de 30 années de prison, c'est-à-dire qu'il est probablement responsable d'assassinat, d'un attentat terroriste meurtrier, eh bien lui reçoit une allocation mensuelle d'environ 12 000 shekels, ça veut dire quelque chose comme 2 500 €, et ainsi de suite. Moins la peine est importante, moins l'allocation est importante, et cela amène à des situations un peu absurdes, ubuesques même. Il y a des cas de Palestiniens qui n'étaient pas du tout impliqués dans le terrorisme, qui ont décidé de se créer, de se nommer, de s'auto-désigner terroristes, de lancer une opération pour pouvoir se faire arrêter, pour pouvoir après que leur famille puisse toucher des allocations. Il y en a même un qui a voulu faire ça pour permettre de financer le mariage de sa propre fille. Voilà. Ah oui. Alors, évidemment, ça passe par le ministère des prisonniers. Ali Waked, quel est le rôle aujourd'hui du ministère des prisonniers au sein de l'autorité palestinienne? Le ministère des prisonniers existe depuis le premier jour de l'existence de l'autorité palestinienne et du gouvernement palestinien à l'issue du processus d'Oslo. Le rôle, c'est de défendre les droits des prisonniers au sein de la société palestinienne et au sein de la communauté internationale, et d'être l'adresse, essentiellement l'adresse des familles palestiniennes, des familles des prisonniers palestiniens dans le pouvoir palestinien. C'est vrai que c'est via ce ministère que les allocations sont transformées aux familles des prisonniers. C'est vrai que le critère essentiel, c'est la durée de l'emprisonnement du Palestinien, mais il faut comprendre. Ce que Bennett dit, il est bien entendu peut-être à domicile, il est bien entendu pour des oreilles israéliennes, mais sa proposition n'est pas légale. Israël a échoué même dans les derniers jours à engager la communauté internationale en lui disant que vous êtes en train de financer l'autorité palestinienne. Vous voyez, il y a pas mal d'argent qui va au terrorisme, qui va au... 16% de la... On avait parlé le premier il y a 2 ans. Maintenant, la réponse que Benjamin Netanyahou et les Israéliens ont reçue de la communauté internationale, c'est que nous, on finance des projets spécifiques, on sait où va l'argent. Maintenant que l'autorité palestinienne verse d'autres sommes, c'est pas de notre argent. C'est un peu juste, mais vous savez,
une fois il y a la communauté internationale verse pour des projets spécifiques, ça permet à l'autorité palestinienne d'avoir d'autres fonds, d'autres sources pour financer cette activité. Est-ce que clairement c'est un encouragement au terrorisme, ces versements? Non, je pense que ici en Israël on a du mal à voir ça, mais pour les Palestiniens il s'agit des héros. Pour les Palestiniens il s'agit des gens qui... Ils sont perçus comme des héros encore aujourd'hui dans la rue palestinienne. Tout à fait, Éléonore. Et c'est pas une question de différence de culture. Il n'y avait pas de soldats palestiniens. Les prisonniers sont considérés des soldats palestiniens qui ont été arrêtés par l'armée de l'ennemi. Et le lobby des familles des prisonniers est peut-être le plus grand au sein de l'autorité palestinienne. Si on parle dans des notions occidentaux, il y a un lobby, il y a une opinion publique qui soutient ces familles parce que justement, depuis 1967, il y avait plus que 700 000 Palestiniens qui ont été arrêtés par les Israéliens. Quand on dit qu'ils ont été arrêtés, ce n'est pas pour de longue durée. Il y avait quelques jours, quelques semaines, et puis quelques centaines d'années. Donc, il n'y a pas de famille qui a échappé à cette arrestation. Donc, la solidarité de l'opinion publique palestinienne, dans ce cas-là, on peut la comprendre. Daniel Haïk, dernière question. Ce n'est pas un peu un double langage de la part de Mahmoud Abbas, d'un côté, de condamner les ravisseurs, et puis de l'autre, de continuer à soutenir ces versements? C'est ce que dit Naftali Bennett, c'est ce que l'on dit à droite. Maintenant, effectivement, d'une certaine manière, on pourrait avoir ce sentiment, mais quelque part, comme le dit Ali, les prisonniers palestiniens sont des héros. Ils ont un statut tout à fait particulier et un statut qui dépasse les divergences entre le Hamas et le Fatah, qui dépasse les idéologies et qui font que même s'ils ont commis des actes considérés comme des actes terroristes, eh bien, ils sont considérés comme des héros. Et donc, personne n'a jamais envisagé de remettre en cause. Seul bémol à cela, c'est que finalement, malgré tout, depuis 2 ans, depuis que Victor Lieberman a soulevé ce problème, en particulier auprès des Européens, de l'Union européenne, qui est le principal donateur à l'autorité palestinienne, les Européens ont quand même été attentifs et ils ont vérifié, ils ont veillé. Ça touche où partent les versements, qui ne soient pas des versements qui aillent directement de l'Union européenne vers les prisonniers palestiniens. Vous savez, les deux, trois premiers cabinets de l'autorité palestinienne étaient essentiellement formés par des anciens prisonniers palestiniens. Tout à fait. Merci beaucoup Ali Waked et Daniel Haïk. On va y revenir en troisième partie d'émission. Merci à vous. À suivre tout de suite, 2 mois après le rapt des 200 adolescents à Chibok au Nigeria, Boko Haram poursuit sa campagne de terreur. On voit ça dans un instant, mais tout de suite, place au journal présenté par Mathias Simba. De retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous pour cette troisième partie d'émission. On va parler de Boko Haram qui poursuit sa campagne de terreur au Nigeria. Le groupe terroriste islamiste a tué une trentaine de personnes et plus de 60 femmes auraient été enlevées au cours de ces derniers jours. Dans le nord-est du Nigeria, aucun bilan officiel n'est disponible pour l'instant. Un attentat meurtrier a également visé cette semaine un centre commercial très fréquenté. Un récit de Léa Volbert. Voilà, pas de récit de Léa Volbert, mais seulement ces images terribles de cet attentat meurtrier qui a frappé le Nigeria donc mercredi dernier. On accueille sur ce plateau Raphaël Yerouchalmi, bonjour. Vous êtes ancien officier des renseignements militaires israéliens. Alors, on va voir avec vous cette nouvelle arme fatale de Boko Haram, finalement, c'est le rapt. Oui, c'est pas vraiment nouveau. Ça se pratique beaucoup au Soudan, dans d'autres pays d'Afrique. Souvent à l'égard d'étrangers. Dans le cas de Boko Haram, ce sont des locaux qui sont kidnappés et pas pour des rançons, mais bien enlevés et gardés. Donc les 200 jeunes filles du premier célèbre enlèvement n'ont pas été kidnappées pour exiger des rançons, comme c'est en général le cas, mais pour être mariées ou pour être sauvées d'un milieu trop athée ou passé islamique. Est-ce que c'est pas également pour mettre la pression justement sur les autorités nigérianes et puis mobiliser la communauté internationale qui met la pression elle aussi sur le Nigeria? Oui, c'est pour mettre la pression, mais je préciserai quand même que bien
qui ne touchent pas de rançon, ces enlèvements rapportent de l'argent. Parce qu'il y a quand même une partie qui est une traite des êtres humains. Et donc il y a des gens qui sont quand même vendus comme esclaves ensuite. Donc ça rapporte quand même de l'argent. Ceci étant, effectivement, la pression qu'ils veulent porter sur le monde occidental, c'est celle de la punition. Donc tout musulman qui va déraper, dirons-nous, vers des valeurs occidentales ou une éducation qui ne soit pas à 100% coranique, risque d'être puni par Boko Haram. Alors malgré la mobilisation de la communauté internationale, on l'a vu, le gouvernement a refusé fin mai un éventuel échange entre les jeunes filles justement et des militants islamistes détenus contre la libération des lycéennes. C'est une erreur selon vous ? Nous ne pouvons pas juger puisque nous-mêmes en Israël nous avons le même dilemme et donc chaque gouvernement décide selon la stratégie à adopter, selon ce qu'il pense peut arriver après l'échange. Je pense que nous avons vu ce qui arrive après un échange. Donc on ne peut pas reprocher au gouvernement là-bas de ne pas accepter ce deal, ce Alors marché. justement, le Nigeria semble avoir perdu toute autorité dans la région, dans le pays. La population d'ailleurs fuit les régions de Borno et de Chibok. Qu'est-ce que fait l'État nigérian aujourd'hui? Alors il y a des suspicions de corruption, d'accointance. Il est probable qu'il y ait des sympathisants de Boko Haram ou des gens très engagés pour l'islam dans les forces régulières du pays. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'il s'agit de pays qui... C'est pas Israël, donc les distances, les espaces sont énormes. Il est très très facile de se cacher. Boko Haram est très mobile. Quand vous regardez les images de Boko Haram, vous voyez toujours des 4x4, des jeeps, des camions. Ça va très très vite. Ils peuvent aussi passer les frontières, ce qui est par exemple pas toujours le cas de nos terroristes qui sont quand même coincés dans le territoire israélien. Eux peuvent franchir la frontière, revenir. C'est pas si facile que ça. Et la preuve en est que les consultants internationaux, il y a eu même quelques Israéliens qui sont venus, n'ont pas vraiment fait avancer les choses. C'est extrêmement difficile de les attraper. Alors, j'aimerais en venir avec vous aux cibles de Boko Haram. On dit qu'ils ne s'attaquent pas forcément seulement aux chrétiens ou aux non-musulmans, mais que c'est plutôt des revendications politiques plus que religieuses. Est-ce que vous êtes d'accord? Pas du tout. Je pense que c'est un prétexte de propagande. Ce sont des fanatiques religieux, et je mettrais même le mot religieux entre guillemets, en disant que ce sont des fanatiques tout court et des bandits au sens moyenâgeux du terme. Quel est leur objectif? Qui sont là pour la violence et le gain, le rapt. Je ne pense pas. Ils se cachent derrière la religion, ça encore peut-être, puisqu'il y a énormément de mouvements similaires, salafistes et autres. Mais ils n'ont pas une vraie revendication politique. Ils n'ont pas, à la différence d'Al-Qaïda, pas d'idéologie islamiste, comme d'autres groupes religieux. Ils ne pensent pas conquérir le monde, ils rêvent comme tous ces mouvements de domination du monde par l'islam, mais ils n'ont pas un programme spécifique, dirons-nous, de djihad comme Al-Qaïda. Ils ne sont pas dans un djihad général, ils ont une action locale qui est, à mon avis, une action de brigands qui se cache derrière une étiquette qui lui convient. Alors j'aimerais attirer votre attention sur ces déclarations de certains experts qui laissent entendre que Boko Haram serait finalement manipulé par les coalitions, gouvernements, pour attirer l'attention sur les élections à venir. Est-ce que c'est possible que Boko Haram soit finalement qu'un élément de manipulation au service du gouvernement et des différentes coalitions du Nigeria? Oui, dans la mesure où, justement, comme je viens de le dire, nous avons affaire un mouvement hors système marginal qui n'a ni foi ni loi. Il est probablement achetable ou manipulable par toutes sortes d'intérêts dans la région. C'est tout à fait possible. On a même parlé à un moment donné de financement du Qatar, puisqu'on parle de traite d'êtres humains, ce qui est la spécialité du Qatar. Donc, tout à fait possible, bien sûr. Est-ce qu'ils font partie aujourd'hui d'un mouvement plus global? On sait qu'il y avait une alliance à un moment avec les Shabab de Somalie.
Est-ce que Boko Haram est isolé ou est-ce qu'ils font partie de quelque chose de plus global, de plus grand, de plus régional? À mon avis, ils sont isolés. Il y a eu des tentatives d'alliance qui n'ont pas très bien marché. On voit en Syrie aussi que les tentatives d'alliance entre divers mouvances djihadistes ne marchent pas toujours. Je pense qu'ils sont assez isolés. C'est justement ce qui leur permet cette mobilité et cette invisibilité un petit peu qu'ils ont. N'oublions pas qu'eux-mêmes Boko Haram lui-même n'est pas un mouvement qui est vraiment structuré. C'est presque un microcosme d'Al-Qaïda, c'est-à-dire c'est quand même fait de cellules et de petits groupes très volatiles, des gens qui rejoignent le mouvement, des gens qui quittent le mouvement, ce qui aussi rend difficile l'arrestation des suspects. Et plutôt que la communauté internationale, c'est pas le rôle de l'Union africaine, justement, d'aider le Nigeria dans cette lutte contre Boko Haram? La communauté internationale, ces derniers temps, brille par son inefficacité, son incapacité à agir. Et je crois qu'il est grand temps, on a parlé par le passé, de créer une force internationale antiterroriste, une alliance de beaucoup d'États européens, américains et autres, arabes modérés. Le ministre Lieberman était hier à Washington, il parlait des pays arabes modérés, de pays une coalition mondiale qui soit capable d'agir un petit peu comme les forces des Nations Unies pour la paix ou l'OTAN. Mais sinon, vous voyez bien que c'est le terrorisme qui l'emporte sur le terrain actuellement. Merci beaucoup Raphaël Yerouchalmi d'avoir été avec nous. Tout de suite, on passe en revue les grands titres de l'actualité. Leurs noms sont désormais connus de tous. Marwan Koussaïm et Ammar Abou Aïcha, tous deux originaires de Hebron et affiliés au Hamas. Il s'agit des ravisseurs responsables de l'enlèvement des 3 jeunes garçons le 12 juin dernier. En révélant leur identité, les services de renseignement israéliens espèrent recueillir des indices. Et puis nouveau développement en Irak, Nouri al-Maliki évoque pour la première fois une solution politique au conflit, parallèlement à une action militaire pour repousser l'offensive des djihadistes sunnites. Sur le terrain, les forces spéciales irakiennes ont repris le contrôle de l'université de Tikrit, cette ville tombée aux mains des insurgés. À quelques heures de la fin d'une trêve fragile, Petro Porochenko se dit prêt à un accord de paix avec la Russie pour mettre fin à l'insurrection séparatiste à l'Est. Malgré le cessez-le-feu, les combats continuaient hier. Kiev doit signer aujourd'hui un accord commercial avec l'Union européenne. Et puis enfin, les derniers résultats du mondial avec l'Allemagne qui marque un but contre les États-Unis et le Portugal hors course, mais qui marque quand même 2-1 face au Ghana. Et puis cette victoire historique pour l'Algérie qui obtient sa qualification en 8e de finale après avoir tenu tête à la Russie et obtenu un match nul. Et puis enfin, la Belgique qui l'emporte 1-0 contre la Corée du Sud. Bonjour Yohan Waki. Bonjour Eleonore. C'est l'heure de la chronique conso. Alors 9 ans après le lancement de leur première version, les mini-caméras GoPro font leur entrée en bourse, c'est ça? Exactement. Alors l'entrée en bourse a eu lieu hier, jeudi 26 juin, avec une action fixée mercredi soir au prix de 24 $, ce qui valorise la jeune société à 3 milliards de dollars. Alors la cotation a débuté hier vers 17h et le cours est monté en l'espace de 15 minutes à 32 $, donc passé de 24 à 32, soit une augmentation de 30%. La GoPro rejoint ainsi le Nasdaq, la plateforme new-yorkaise dédiée aux valeurs technologiques sous le nom de GPro. Et cette introduction permettra à GoPro de lever entre 427 millions et 491 millions de dollars si l'option de surallocation est exercée en totalité. Alors c'est évidemment une victoire commerciale, mais est-ce qu'on peut parler aussi dans ce cas de victoire marketing? Tout à fait. Alors puisque si la GoPro en est là aujourd'hui, c'est notamment grâce à l'engouement du grand public pour cet appareil technologique au départ dédié aux pratiquants de sport extrême. Et vous le disiez en introduction, la GoPro a été lancée dans sa première version donc il y a 9 ans, en 2005, pour un prix aussi entre 200 et 400 euros l'unité, ce qui n'est pas grand chose pour une caméra, enfin ce qui n'est pas rien pour une caméra. Et se sont écoulés en moins de 10 ans près de 10 millions d'exemplaires à travers le monde, faisant d'elle la caméra la plus vendue au monde. Alors le premier marché de consommateurs, ce sont les États-Unis, juste derrière se trouve la France, et en 2013, la société a enregistré une croissance de 87% par rapport à 2012, avec un profit valorisé à hauteur de 60 millions de dollars, ce qui est énorme. Alors justement, comment expliquer ce succès marketing, leur stratégie marketing qui
semble vraiment réussir. La GoPro est une caméra, vous le disiez, sa particularité étant d'être tout terrain, d'être toute petite et facilement fixable sur un support quelconque, et donc permet de filmer des situations qu'une caméra classique ne peut pas facilement capturer, et même si technologiquement elle n'a rien d'incroyable, elle donne la possibilité à sa communauté de filmer et de nous retransmettre, de nous raconter des histoires avec des images que nous n'avons pas l'habitude de voir. Et toute la clé est ici, nous raconter des histoires, des belles histoires, aussi improbables qu'elles puissent être. D'ailleurs, la signature de la marque est tout trouvée, puisque la signature est GoPro Be a Hero. Donc vraiment, voilà, la communauté d'internautes devient son propre héros et est invitée à nous retransmettre, des histoires aussi insolites que possible. Bon d'accord, ces images sont sympas, elles se laissent voir, mais est-ce qu'on va pas finalement se lasser? Alors, c'est le grand problème. C'est vrai que de voir des caméras fixer un bec de pélican ou des vagues de surf depuis l'intérieur, on commence à avoir l'habitude. Ça lasse un peu. C'est tout le challenge, le contenu et le prochain challenge de GoPro, bien évidemment, qui va devoir se réinventer, se renouveler. Et puis, je vous le disais, technologiquement, la caméra n'est pas très développée, n'est pas si performante que ça. Donc, elle pourra rapidement se faire dépasser par des concurrents beaucoup plus dangereux en entrant dans la cour des grands, comme c'est le cas en ce moment. Voilà, donc un challenge assez puissant pour la marque. À côté de ça, la société indique à la presse qu'en 2013, aucune recette n'a été générée par le contenu des vidéos diffusées et que d'autres sources de revenus sont en train d'être explorées pour 2014. Donc une affaire à suivre qui, je pense, sera prometteuse. Et, vous aimeriez, vous achèteriez, vous, ces caméras? J'en ai une. Vous en avez une? Qu'est-ce que vous faites avec? J'en ai une, des choses aussi stupides que ce qu'on vient de voir à l'écran. Ah ouais, ces images, si on peut les revoir d'ailleurs. Sauf que je ne surfe pas et que je n'ai pas de pélican, mais ça ressemble à peu près à ça. On va revoir quand même, on va repasser ces images. Voilà. C'est un peu l'équivalent d'une selfie version vidéo finalement. Ça peut être une selfie version vidéo, ça peut être... on nous emmène, en fait, on veut voyager, soit d'une façon complètement inattendue, soit dans un univers inattendu. C'est-à-dire que voir quelqu'un faire du surf, on a l'habitude, voir l'intérieur de la vague, parce que la caméra est placée et fixée sur la planche de surf, c'est quelque chose dont on a moins l'habitude. D'ailleurs, ce que je vous propose est de terminer en musique, en belles images surtout, puisqu'en fait, une GoPro a été envoyée, fixée à un ballon d'hélium et envoyée dans l'espace. On obtient des images d'une beauté incroyable qui se passe de commentaires, quelque chose que on va regarder ça tout de suite. On va regarder ça tout de suite. What is my fate? Am I supposed to pray? The trouble's gone with the sunlight. Rises and ignites today. Très belle musique et très belles images. Alors, c'est un ballon d'hélium qui a été envoyé. Réexpliquez-nous un petit peu ce principe. La GoPro, donc la caméra toute petite, a été fixée par des ficelles à un ballon d'hélium qu'on a tout simplement lâché dans la nature. Le ballon d'hélium monte et a fait monter la caméra en marche. Donc, nous permet d'avoir ces quelques images depuis l'espace très rapidement. Il faut savoir que le ballon s'est dégonflé assez rapidement, donc la caméra est retombée sur qui la rattrape? Le propriétaire, mais de toute façon la caméra enregistre et retransmet à distance les images. C'est pour ça que même si vous ne rattrapez pas votre caméra, vous avez accès au contenu vidéo, comme on vient de le voir ici. Bon, en tout cas, ce sont des très belles images. GoPro, donc la caméra GoPro, merci beaucoup Yoann Ouaki d'avoir été avec nous. À suivre en dernière partie de ce morning, on parlera d'art contemporain avec Marie Scheck et puis des frères jumeaux, les frères Stern, qui avaient décoré la terrasse du musée d'art contemporain de New York de branches de bambou. Et bien ils arrivent cette fois au musée d'art contemporain de Tel Aviv. On voit ça dans un instant avec Marie Scheck, mais tout de suite place à un nouveau journal. Toujours sur i24 News pour cette dernière partie du morning que l'on ouvre avec vous, Marie Scheck. Vous êtes commissaire d'exposition. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors on va se pencher à présent sur deux visions de l'art contemporain, celle du vide et du plein qui laisse toute de place à l'imagination mais aussi à l'espace. Et puis on commence avec James Turrell et la lumière. James Turrell. On va regarder ça tout de suite. Né en 1943 en Amérique.
a tout de suite compris que la lumière, toute lumière, avait une puissance presque religieuse, appartenant à une famille de Quakers, qui est une religion qui a pour 600 000 adhérents dans le monde. Quakers ? Oui, les Quakers. Et c'est une religion qui ne croit pas au bon Dieu, mais qui croit à la lumière, à la puissance de la lumière qui, en fait, est dans chacun de nous. C'est-à-dire que ce qu'il aimerait nous montrer, c'est que chacun de nous, chaque spectateur dans chaque exposition, s'installe devant l'œuvre et devienne presque le dieu de l'œuvre que lui essaye de créer. Donc on peut peut-être avoir une image pour voir une des œuvres de James Turrell. Voilà. L'exposition se passe au musée d'Israël en ce moment-là. Elle a ouvert il y a une semaine à l'occasion du board. C'est Monsieur Turrell lui-même qui vit en Arizona et qui croit en la puissance. Donc, vous voyez, il n'y a que de la lumière. Vous croyez qu'il y a un tableau, il n'y en a pas. Vous voyez des couleurs différentes. Et en fait, travail d'illusion aussi. Tout à fait d'illusion. On a l'impression que c'est collé au mur. Et en fait, j'ai osé rentrer dans l'espace et c'est juste des lumières, c'est minimaliste, c'est vraiment aussi beau qu'un tableau de Rothko ou un tableau de la Renaissance. Et lui dit, les artistes de la Renaissance comme Tintoretto, Rembrandt, ont beaucoup travaillé sur la lumière et ça l'a aussi amené à là. Il a acheté il y a 20 ans un énorme cratère en Arizona de milliers de mètres carrés. Il en a fait une observatoire où il voit les étoiles du ciel. Donc il a un vrai rapport physique, je dirais, avec le ciel et avec la terre. Et il y a une sculpture magnifique au musée d'Israël qui existe depuis 20 ans qui s'appelle l'espace qui voit. On s'installe dans un endroit magnifique, un petit espace fermé et tout le toit est ouvert. Donc l'espace change au fil et à mesure des époques, du temps, de la température et du ciel. Et comment il a réussi à retransmettre? C'est par des sculptures, il amène son équipe peintures dans le monde entier. Ah oui. Et il a des systèmes, j'imagine, d'installation très très high definition, comme on dit, puisque c'est basé que sur la technique finalement. Hein. Donc on ne vend pas un objet, on vend une idée, c'est plutôt une art conceptuelle. Il y a eu Dan Flavin avant lui qui a fait ça, en même temps que lui, des néons de couleurs. Donc ça serait magnifique de voir une exposition des deux. Regardez l'espace au musée d'Israël. De méditation au musée d'Israël. En ce moment même au musée d'Israël. On va parler maintenant de Big Bamboo, également au musée d'Israël, par les frères Stern, ces jumeaux qui ont conquis le rooftop du Met, du musée d'art contemporain new-yorkais. Alors, eux parlent d'œuvres organiques et d'un mélange d'une représentation architecturale et sculpturale, c'est bien ça? Tout à fait, vous êtes parfait. Et donc les deux frères jumeaux se baladent d'un endroit à l'autre, mais les plus beaux endroits, en Chine, au Japon, sur le Met. Et ils travaillent avec des bambous. Et la force du bambou est magnifique. On est habitué à ce qu'un bambou soit toujours dans l'eau ou dans un espace asiatique. Mais là, ils sont venus avec une équipe de 25 personnes pendant 7 semaines. Ils ont pris une œuvre de Picasso dans le jardin des sculptures et ils ont commencé à créer cette œuvre avec 10 000 morceaux de bambou. Où à la fin, vous voyez, à gauche, c'est Picasso. Et tous les jours, cette œuvre organique dont vous avez parlé devient un autre ensemble, on dirait des morceaux de bois, des morceaux d'un... Qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Eh bien, vous rentrez dedans et vous pouvez passer une journée dedans en train d'escalader d'un endroit à l'autre. Ah, c'est un labyrinthe. C'est un labyrinthe où on peut passer tout l'été, monter, descendre. Il faut juste avoir des bonnes chaussures pour le faire. Il y a même une sorte en haut, une sorte de café. Et c'est magnifique, ça va durer pendant 5 semaines. C'est juste, c'est la création, le ready-made. Le ready-made, c'est le bambou, c'est la matière de cette sculpture. Mais comment, chaque fois, cette sculpture prend forme différente par rapport à l'espace où elle vit, aux gens qui la créent, puisqu'il prend des équipes locales, et au ciel, parce que chez nous, il fait tout le temps beau, il y a un soleil. Donc ça change la forme de la sculpture. C'est absolument divin. Et la nuit, c'est la fête de la lumière dans le bambou. On est vraiment 14 juillet, quoi. Alors Marie, quand même beaucoup d'artistes ce sont internationaux. Les frères, on a pu voir brièvement les frères Stern. Beaucoup d'artistes internationaux qui viennent au musée d'Israël pour exposer, ça en dit quand même long. Je les ai même connus, ils sont juste tout modestes,
tout timides, ils veulent juste travailler. Ils détestent les dîners, les festins. Ils veulent juste travailler dans leur bambou, qu'on leur foute la paix et nous laisser le bonheur de pourquoi toucher venir en l'œuvre. Israël maintenant? Eh bien, écoutez, Israël est très à la mode, point de vue artistique. Je dois dire, moi, j'habite ici depuis 45 ans et les plus grands artistes du monde arrivent petit à petit. Vous savez, il y a des choses à la mode, des fois. Bon, il y a moins de tensions politiques ou disons de guerre, ça attire aussi les gens. Et on a un musée d'Israël qui est un des plus beaux musées au monde. Il est considéré comme le 5e musée dans le monde, qui héberge le Judaïka, les scrolls de la mer morte, des sculptures, des peintures. Donc ça attire. Et tous ces artistes que vous voyez ont connu les directeurs originaux du musée d'Israël, donc sont restés en contact. Beaucoup de ces artistes diront, c'est là que j'ai commencé ma carrière. Et c'est juste magnifique de rendre hommage. Ils disent que c'est la plus grande sculpture bambou qu'ils ont fait dans le monde. Et James Turrell, c'est une exposition qui se balade aussi dans le monde et il veut propager sa lumière. Et que vous recommandez donc chaudement. Merci oui, bien beaucoup sûr. Marie-Cheikh d'avoir été avec nous. Ouais. On accueille tout de suite Laura Duhamel. Bonjour Laura. Vous allez nous parler dans un instant de la mode africaine. Mais avant, nous devions vous le faire connaître. On l'appelle Vieux Touré. Il ne s'en offusque pas. Il est l'une des stars, des artistes au Mali. C'est un musicien hors pair. D'abord parce qu'il est le fils du bluesman Ali Farka Touré, très connu dans le pays. Mais Vieux Touré n'est pas seulement inauguré la chanson du mondial en 2010. Il a également joué avec les plus grands, de Shakira à Alicia Keys. Et il est maintenant en Israël aux côtés d'Idan Reichel. Regardez. Si Israël et le Mali n'entretiennent officiellement aucune relation diplomatique, cela n'empêche pas les relations artistiques de fructifier. La pop star israélienne de la world music, Idan Reichel, et le guitariste malien Vieux Farka Touré ont mis en commun leur créativité, leur amour de la musique et leur amitié au service d'un beau projet. C'est suite à une rencontre inattendue dans un aéroport berlinois que les deux se lient d'amitié. Le musicien israélien est un fan de Vieux et de son père, le légendaire bluesman africain Ali Farka Touré. C'est en 2012 que Vieux se rend pour la première fois en Israël où il joue à l'opéra. Suite à ce concert, il rejoint Idan Reichel dans son studio pour une longue jam session en compagnie du bassiste Yossi Fine. Le résultat de ces improvisations, un album, les Tel Aviv Sessions, publié en 2013 chez Kubacha Records. Pour moi, à chaque fois qu'on joue ensemble, on ressent une connexion très spéciale, même si on ne se voit pas souvent. À présent, Idan Reichel et Vieux Farka Touré préparent leur second album en commun, The Paris Session. Ce mois-ci, Vieux est revenu en Israël pour 2 concerts au Zappa d'Herzliya, dans la banlieue nord de Tel Aviv. Nous, les artistes, on n'a pas besoin de la diplomatie pour aller faire le concert quelque part. Si Idan veut venir au Mali demain, il vient faire un concert là-bas. Il n'a pas besoin de demander un diplôme. D'ailleurs, je l'ai invité, mais bon. C'est la même chose qu'on m'a dit. Non, le Mali n'a pas de diplomatie avec l'Israël. C'est vrai. Mais moi, je suis là. Je n'ai pas besoin de la diplomatie du Mali pour être là. Voilà. Donc, ça c'est des trucs politiques. La musique de ce collectif se révèle être vraiment envoûtante. Les solos de guitare de Vieux Farka Touré, autant à l'électrique qu'à l'acoustique, combinés aux 12 accords du piano d'Idan Reichel, nous entraînent pour un voyage imaginaire et multiculturel depuis la ville natale de Vieux Niafunke jusqu'au Tel Aviv d'Idan Reichel. Je suis née à Casablanca au Maroc et cette musique me rappelle mon enfance. Nelson Mandela disait « La politique peut être renforcée par la musique, mais la musique a une puissance qui défie la politique. » Voici la réponse. Ces pays n'ont pas de relations politiques. Ils n'ont pas d'ambassade, mais je pense que c'est l'art qui les rapprochera. Big respect to Miss Vieux Farka Touré. Voilà, on va justement partir pour le continent africain avec cette 12e édition de la Dakar Fashion Week. Laura, vous allez nous en parler, ça vient de s'achever, c'est l'occasion de découvrir la richesse de la mode africaine. Exactement, alors pendant 4 jours et jusqu'à dimanche dernier, Dakar a vibré à l'heure de la mode et pour sa 12e édition cette année, la Dakar Fashion Week a reçu plus de 19 designers africains car la Dakar Fashion Week est un événement international, un événement qui permet au monde entier de découvrir les stylistes africains, événement qui s'adresse aussi aux Africains eux-mêmes, évidemment pour leur rendre la haute couture plus accessible. Alors la Dakar Fashion Week a été créée par la styliste Adama Ndiaye, alias Adama Paris, et aujourd'hui, eh bien, c'est une
référence dans le monde de la mode. Mais c'est aussi pour Adama une façon de dénoncer le racisme latent qui existe dans la mode. Alors la diversité et la tradition étaient à l'honneur cette année. Exactement. Alors vous allez voir sur ces images bientôt. Alors l'authentique mode africaine, c'est celle qui exprime, qui reflète et qui s'inspire de la culture et des traditions du continent africain dans toute sa diversité. Et elle s'en inspire finalement pour aboutir in fine à des formes très modernes, car la mode africaine, c'est ça, c'est tout un jeu entre la modernité et les traditions. Alors on y voit beaucoup, par exemple, beaucoup de wax. Wax, c'est un tissu qui sert surtout à confectionner les boubous, mais qui est de plus en plus utilisé pour des coupes beaucoup plus contemporaines. Alors par exemple, la ligne de chaussures en wax d'Adama Paris marche très bien. Alors voilà ce qui en gros la mode africaine. Les designers s'inspirent de matériaux et de formes traditionnelles et ils les adaptent. Et pour vous faire une idée plus précise, regardez ces défilés de la Dakar Fashion Week de l'an dernier. Vous allez voir les créations de Virginie Aïssi, Mamé Fagué et Abou Diané. Alors la grande nouvelle de la Fashion Week cette année, c'est quand même le lancement d'une chaîne 100% africaine. Oui, alors c'était la grande nouvelle et l'originalité finalement de cette Dakar Fashion Week. Alors Adama, qui en plus d'être une grande styliste est aussi une militante de la mode africaine, elle a donc annoncé le lancement d'une nouvelle chaîne. Il s'agit de la Fashion Africa TV, une chaîne dont les programmes sont déjà visibles au Sénégal depuis avril dernier et qui va être diffusée dans 14 autres pays africains dans les prochaines semaines. Alors Fashion Africa TV montre donc la mode made in Africa et pour les passionnés, sachez que 70% du temps d'antenne concerne des défilés, des catwalks, des différentes Fashion Week d'Afrique et de la diaspora. Avis aux amateurs. Alors est-ce que justement ce succès de cette Fashion Week montre une fois de plus le réveil et la croissance économique fulgurante de l'Afrique aujourd'hui ? Évidemment, tout est lié. Alors, par exemple, en 2050, un terrien sur 3 sera africain. C'est pas anodin. La croissance africaine, elle est en pleine ébullition, sous réserve toujours et encore des diversités du continent qui persistent. Alors, tout cela converge avec ce développement de la mode africaine, mais ça ne se fera pas, évidemment, sans investissement de la part des États concernés. Et dans un entretien accordé au magazine Times 24, Adama Ndiaye évoque justement les défis et les obstacles qu'elle rencontre pour faire connaître cette mode qui lui est chère. Alors en l'occurrence, c'est le gouvernement sénégalais qui est dans son viseur. Adama souhaite que le gouvernement de Macky Sall investisse plus dans la mode, comme le font par exemple l'Afrique du Sud ou le Nigeria, qui ont une politique tangible en la matière. Et cette Dakar Fashion Week, c'est donc un appel au gouvernement. Et écoutez justement Adama lors de cette Fashion Week de cette année à propos du festival et à propos du lancement de cette nouvelle chaîne de télé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui ont bien évolué, notamment la participation des créateurs. On a de plus en plus de créateurs venant de partout le monde, de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique, de l'Afrique. Et ça, c'est une bonne chose. On a aussi beaucoup plus de fresques qui viennent et qui font que l'événement est de plus en plus populaire. Ouais, il y a ça comme évolution, bonne évolution. Malheureusement, la seule mauvaise évolution, c'est mon pays qui ne suit pas vraiment. Mon gouvernement n'aide pas du tout, donc ça c'est bien dommage. Mais bon, on est encore là et je pense qu'on sera là encore pas mal d'années. Le contenu va essentiellement être, comme son nom l'indique, 100% mode africaine. Et pas uniquement sur le territoire africain. On va pouvoir parler de mode africaine, de mode noir sur la diaspora mondiale, la diaspora noire et africaine. Donc on ira de New York à Paris, en passant par Tokyo, mais on a toujours cette volonté de montrer les noirs, de montrer les mannequins blacks, de montrer la mode africaine sous toute sa couture, pas seulement cette mode colorée, mais la haute couture africaine. Alors Laura, comment la mode africaine est-elle accueillie aujourd'hui à l'étranger ? Alors c'est encore difficile, de façon générale elle n'est pas encore assez visible mais elle fait son chemin. Alors dans un entretien qui a été accordé à Africulture, Adama déplore que la mode africaine soit inexistante en France, alors qu'à l'inverse elle a pu avoir sa chance aux États-Unis. Quant à Israël, je vous avoue que ça me semble aussi difficile, on pourrait demander peut-être à Marie Chek ce qu'elle en pense. Et en attendant, alors regardez ces défilés qu'on n'a pas pu voir justement de la Dakar Fashion Week de l'an dernier, vous allez voir les créations de Virginie Aïssi, Mamé Fagué et Abou Diané. Papa t'a dit de ne pas prier, non faut pas
Très belles images et très beaux tissus, ça donne envie. Merci beaucoup Laura Duhamel, merci Marie-Cheikh d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette édition, merci de votre attention. À la suite de vos programmes dans un instant, c'est toujours sur i24 News, restez avec nous.